de la classe étoile, on a monté ce projet avec l'équipe enseignante, les élèves bien sûr, et les parents. On est ensemble et on œuvre tous pour que le quotidien des élèves soit le meilleur possible. Sur le plan de la culture, de la société, est-ce qu'il n'y a pas quand même une grave crise, hein, comment faire pour que l'école fasse rêver, quoi, hein? Donc on a un vrai problème de recrutement des professeurs et c'est très inquiétant pour une société puisque il se passe beaucoup de choses dans l'école et on a une part très importante dans la formation mais aussi dans l'éducation des jeunes. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle rencontre du cycle Human Diversity, un cycle où nous pouvons nous émerveiller par rapport à toute la pluralité de l'être humain. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir. Bonjour à vous. Bonjour Joseph. Mais qui êtes-vous? Alors moi je m'appelle Stéphane Blatt et j'enseigne au lycée Toulouse-Lautrec, qui est le lycée nord de Toulouse. Voilà, j'enseigne depuis 22 ans maintenant. Vous êtes porteur d'un projet d'une classe un petit peu particulière. Il y a quelques années, on a, avec les copains, imaginé un dispositif qui permettrait aux élèves de se sentir bien, en faisant le pari que lorsque les élèves sont bien en classe, on peut effectivement les aider à mieux se construire et à réaliser leur projet, on va dire. Oui. On a essayé de mettre en place cette classe un peu particulière, avec quelques ingrédients. Et parmi ces ingrédients, on y a mis le vivre ensemble. Ça rejoint un petit peu la thématique d'aujourd'hui. C'est amener les élèves à se connaître déjà et en se connaissant, apprendre à s'apprécier et à découvrir les personnalités de chacun pour mieux vivre ensemble et vivre bien dans cette classe-là. Ces ingrédients, c'est par exemple un week-end d'intégration en début d'année, où là on force entre guillemets les élèves à passer un moment ensemble. Prochainement, ils vont avoir une matinée sportive mercredi prochain, donc on se donne rendez-vous à 6h30 du matin, place du Capitole, pour, ils ne le savent pas, aller faire du sport ensemble, passer du temps ensemble, apprendre à se découvrir, pas forcément dans le cadre de la classe, mais ailleurs. Autre ingrédient qui est indispensable pour nous, c'est leur permettre de prendre du temps pour les autres. Ça devrait être l'évidence, non? Dans toutes les écoles, dans toutes les classes. Pourquoi ce n'est pas le cas? C'est parti aussi d'une équipe très soudée, on va dire. Voilà, moi, ça fait 22 ans que j'enseigne au niveau du lycée. Les collègues avec lesquels on a monté le projet enseignent depuis très longtemps également, enseignent depuis très longtemps sur ce lycée. Et puis voilà, on était un peu animés de cette même envie de faire avancer un petit peu les choses. Et donc, on y a mis beaucoup d'énergie et on continue à mettre beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que nos missions sont de plus en plus compliquées en tant qu'enseignants et c'est vrai que ce n'est pas évident de dégager du temps pour s'investir pleinement sur des projets comme celui-ci. Donc c'est vraiment, on va dire, des volontés personnelles qui se sont à un moment donné rencontrées et qui ont pu faire émerger ce beau projet. Il y a deux éléments très curieux. Premièrement, que l'élève se sente bien en classe et deuxièmement, que des projets émanant par exemple des élèves puissent aboutir. Je crois que ça c'est lié, ces deux aspects-là. Quand un élève est bien, ça fait partie de la pyramide de Maslow, la sécurité c'est quelque chose d'important pour l'élève. Et se sentir en sécurité, ça permet à l'élève de se libérer, d'être beaucoup plus créatif. Et de se mobiliser justement sur des projets qui leur tiennent à cœur. C'est vrai que nous, on est un peu transmissif, c'est un peu descendant. Il y a l'enseignant qui explique comment ça va se passer. Et c'est vrai que ce n'est pas tout le temps le cas dans l'enseignement traditionnel, que les élèves puissent prendre à partie, prendre du temps pour eux, pour développer leur créativité et leur envie finalement. Oui, tout à fait. C'est le sentiment d'avoir une influence sur le cours de son propre destin qui crée la saveur du quotidien. Exactement. Exactement. Et ça sera d'ailleurs l'occasion de leur poser la question parce qu'effectivement, on ne s'imagine pas ce dont les élèves sont capables de faire et c'est vrai que de le vivre chaque année, de voir ces jeunes s'investir pleinement, pour beaucoup, d'ailleurs plus qu'ils ne pourraient le faire d'ailleurs pour l'enseignement traditionnel, ça pousse effectivement à renouveler l'opération chaque année. Ce que cette classe et cette année peut nous apporter, c'est se dire
je vais essayer de faire quelque chose. Je vais voir si ça me plaît, tant mieux. Si ça me plaît pas, tant pis. Et je vais essayer de voir si je peux faire autre chose. Jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaise. Et quels sont vos projets, par exemple? Moi, personnellement, j'aimerais m'orienter vers la sécurité informatique. C'est quelque chose, l'informatique, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. On nous dit c'est comme ça, que c'est vers là que s'oriente le futur. Du coup, ça fait un peu rêver, mais on peut s'orienter vers plein de choses aujourd'hui. C'est ça qui est formidable. Et on a plein d'opportunités. Il faut savoir les saisir. Au cours d'une journée moyenne, combien de fois un élève exerce réellement un choix? Alors ils ont une part d'autonomie, heureusement. C'est d'ailleurs une des missions que l'on se donne, à rendre l'élève autonome. Donc c'est dans ces temps d'autonomie que l'élève pourra faire des choix. Mais ce sont des choix qui sont restreints et dédiés à une discipline, un exercice, une activité. On a bien démontré cela dans le cadre, par exemple, des EHPAD ou des établissements pour personnes handicapées. On peut voir que plus on propose de choix à la personne, plus sa qualité de vie est forte, plus aussi les situations à problème deviennent rares, et plus l'apprentissage est aussi fort ou possible. Oui. Donc peut-être que restreindre l'autonomie, la possibilité de choix des élèves, c'était une grave erreur qu'on a faite par le passé. Oui, peut-être effectivement. Alors, malgré tout, il faut avoir ces temps-là plutôt cadrés pour que justement le professionnel d'éducation puisse mettre en place ces temps d'apprentissage qui sont malgré tout nécessaires. Mais effectivement, dans l'école pour laquelle on peut rêver, c'est effectivement ménager du temps pour que les élèves puissent davantage s'exprimer et s'épanouir au travers de leurs projets à eux. Restons dans le rêve. Vous êtes designer, vous avez carte blanche, vous pouvez ici même concevoir la classe idéale. Comment est-ce que vous allez arranger les choses? Qu'est-ce que vous allez mettre? Qu'est-ce qu'il faut ou pas? Si je devais créer une salle de classe top, je la verrais avec un endroit plutôt structuré et puis un espace derrière plutôt libre pour laisser l'élève, s'il a besoin, aller faire ce qu'il souhaite sur cet espace libre dédié. Vous voyez, mais je verrais bien ces deux espaces-là. Un espace traditionnel, peut-être parce qu'effectivement j'ai été formé, mais en même temps, je trouve qu'un espace de liberté à côté de la classe, un espace où l'élève peut aller et venir, ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant. Oui. Quelle serait la taille idéale d'une classe en termes de nombre d'élèves, je veux dire? Si on veut parler d'inclusion, si on ne veut pas que l'inclusion s'arrête à autoriser un élève à être là, je pense qu'il faut réduire les effectifs et prendre du temps et prendre en compte les singularités de chaque élève et les besoins spécifiques aussi de chaque élève. Et plus on augmente malheureusement le nombre et moins on a de ce temps-là dédié à chacun des élèves. L'une des différences entre université, on va dire secondaire pour le dire plus simplement, c'est le fameux programme de l'éducation nationale. Mais quand même, vous connaissez beaucoup d'élèves qui se développent selon le programme de l'éducation nationale. Alors, oui, je vais vous dire oui, forcément. Mais n'empêche que c'est une partition, c'est un cadre dans lequel l'enseignant a quand même cette liberté de pouvoir jouer la partition comme il le souhaite. C'est important de la respecter, cette partition, mais c'est aussi important, parce que nous aussi, on a le droit de se faire plaisir à l'enseignant, de pouvoir la jouer comme on l'entend. Et une des manières de la jouer, c'est aussi de contextualiser. Alors moi je suis enseignant de physique-chimie, ça ne fait pas rêver tout le monde, mais effectivement c'est aussi la possibilité que l'on a en tant que professeur de physique-chimie de contextualiser au maximum les contenus des programmes qui sont parfois un peu froids, quoi, pour essayer de faire sens au niveau des élèves et de les accrocher quelque part. Mais comment faire pour peut-être faire rêver à nouveau? Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il faut faire une croix dessus, quoi? Moi, je crois que c'est possible. Il faut du temps pour passer ce corpus
de connaissances qui est nécessaire pour passer les apprentissages. Puis il faut aussi du temps pour pouvoir faire autre chose, faire un pas de côté. Voilà, un pas de côté par rapport au programme pour, par exemple, mettre en lumière, tiens, les spectres, on va passer une après-midi à observer le spectre du soleil, à observer le spectre de lumière. Ils rigolent parce qu'en fait, on a fait un TP la dernière fois et ils étaient émerveillés. C'est pas grand-chose, mais regardez, à travers un spectroscope, et bien, de suite, ça donne le sourire. Par contre, le sourire, effectivement, ils vont le perdre quand ils vont devoir travailler avec des cellules de représentation pour arriver à déterminer une longueur d'onde. Mais je crois qu'il faut pouvoir associer les deux, en tout cas. C'est-à-dire le côté formel, fondamental, le corpus de connaissances, et puis un pas de côté pour essayer d'accrocher les élèves sur des choses beaucoup plus attrayantes. Arriver à doser mêler les deux. Doser les deux. Comme un cuisinier qui dose le sucre et puis d'autres ingrédients. Exactement. On a la chance en plus à Toulouse, nous, d'avoir beaucoup de structures de recherche. Les chercheurs sont extraordinaires par leur temps qu'ils passent à mettre à disposition leur contenu de recherche auprès des jeunes. Et donc ça, je crois que c'est aussi un pas de côté qu'il faut arriver à faire, se faire rencontrer des personnalités comme vous, par exemple, et des chercheurs qui ont beaucoup de choses à leur raconter. Petite anecdote personnelle, ma sœur est prof et donc lorsqu'elle a passé son concours en France il y a quelque chose comme 25 ans, il s'était couru comme c'est pas permis. Il y avait des dizaines et des dizaines de candidats pour chaque poste. Cette année, au même concours, il y a moins de candidats que de postes ouverts. C'est quand même stupéfiant en termes d'évolution. C'est stupéfiant, c'est inquiétant. Moi, j'ai commencé à enseigner à l'université en 2004. Donc, au niveau du master enseignement, on avait à peu près 300 dossiers et on devait trier pour récupérer 110 étudiants en master qui allaient se destiner à préparer le concours de professeur et devenir professeur de physique-chimie. Aujourd'hui, on doit avoir une trentaine de dossiers. Et sur les 30 dossiers, cette année, on a récupéré 9 étudiants. 9 étudiants qui, donc, ça rejoint ce que vous dites, et ça c'est du concret puisque c'est Master MEF à Toulouse. Donc on a un vrai problème de recrutement des professeurs et c'est très inquiétant pour une société puisque il se passe beaucoup de choses dans l'école et on a une part très importante dans la formation, mais aussi dans l'éducation des jeunes et dans l'ouverture. Donc oui, c'est inquiétant. Il doit y avoir une véritable réflexion à mener pour essayer de redonner envie aux jeunes de faire ce merveilleux travail, ce merveilleux métier que d'enseigner. Imaginons, on peut toujours continuer à rêver que le ministre de l'Éducation nationale nous écoute. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Plein de choses, même si je suis conscient qu'aujourd'hui, la preuve année de la classe étoile, quand on veut aujourd'hui quand même dans l'éducation nationale, on peut faire des choses. Si je veux raccrocher à la problématique de l'inclusion, peut-être lui suggérer de mettre beaucoup plus de moyens pour que justement on dépasse je t'autorise à être là, mais vraiment je m'occupe de toi comme de tout le monde pour que toi aussi tu sois bien et que tu aies des rêves et que tu réussisses. Beaucoup d'enseignants se retrouvent confrontés à des singularités, à des besoins spécifiques sans forcément être formés à la prise en charge d'eux. Si on était formés tous à réagir, à accompagner, je crois que ça pourrait aussi aider à l'inclusion de tout le monde. Justement, parlons un peu des choses qui fâchent dans les classes, on va dire, difficiles, dans les lieux, on va dire, où enseigner est difficile. Qu'est-ce qui, je dirais, premièrement, pourrait faciliter la tâche, et d'autre part, quels sont les facteurs qui créent ces insolences, ces violences dont vous avez parlé? Un établissement scolaire, c'est le reflet aussi de la société. Si la société est de plus en plus violente, eh bien on a des établissements qui deviennent de plus en plus violents aussi. Après, il faut absolument sanctuariser l'école et faire en sorte que malgré toutes les difficultés que peuvent vivre des jeunes au quotidien, parce que souvent c'est un mal-être du jeune qui s'exprime et qu'on se prend en pleine poire, mais voilà, si on arrive un petit peu là aussi à faire un pas de côté et à essayer de comprendre le jeune et à l'accompagner, voilà, mais
Si on veut pouvoir faire le pas de côté, il faut avoir du temps, il faut être formé aussi pour pouvoir appréhender ce jeune et les difficultés de ce jeune, pour l'orienter et faire en sorte que sa vie aille mieux. Parce que si sa vie n'est pas bien à l'extérieur, il y a des chances que ce soit compliqué au niveau de l'établissement aussi. Comment faire pour améliorer le lien avec les familles? Échanger avec elle. Oui. De la classe étoile, on a monté ce projet avec l'équipe enseignante, les élèves, bien sûr, et les parents. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on est ensemble et on œuvre tous pour que le quotidien des élèves soit le meilleur possible. Il faut tenir au courant les parents, il faut expliquer. Parfois, les tensions qui peuvent se créer entre enseignants et parents, ça vient de méconnaissance de ce qui a été dit ou ce qui a été fait en classe. Donc il ne faut pas hésiter à impliquer les parents. Longtemps, l'école s'est construite contre les parents, historiquement, c'était souvent ça. Et je pense qu'on a du boulot pour redonner confiance aux oui, parents. Oui. Se sentir bien dans la classe étoile, c'est aussi établir des liens de confiance. Quand on se fait confiance, c'est beaucoup plus facile ensuite d'avancer ensemble. Ça peut que marcher dans ces conditions-là. Oui. Et quand il y a un souci, s'il y a souci, on en parle, on s'explique, on n'est pas de mauvaises personnes. Donc voilà, il y a moyen d'essayer de faire comprendre à l'autre les enjeux, etc. J'aimerais savoir si la classe étoile qui existe aujourd'hui, elle est celle que vous aviez imaginée. Est-ce que vous avez été déçu sur quelque chose ou au contraire Alors, elle va au-delà de ce qu'on espérait. Voilà, elle va au-delà de ce qu'on espérait parce que quand on a commencé à réfléchir à ce que pouvait être la classe étoile, qui s'appelait d'ailleurs au départ une classe à projet, qui a été rebaptisée par les élèves classe étoile et c'est bien plus joli. On avait une volonté et on avait imaginé des choses, mais quand on le vit, on mesure ce qui se passe et on est toujours surpris de voir comment vous évoluez au sein de cet environnement. Quand on observe les situations où l'inclusion a raté, parce qu'on apprend de ses échecs, évidemment. Donc souvent, je pense, soit il y a un grave problème de communication avec la famille, soit alors la famille est dans une situation socio-économique très fragile, ou les deux parfois. Oui. Je crois que par rapport à l'inclusion, ce lien avec les parents est fondamental. Je connais certaines classes où les parents d'enfants handicapés reçoivent tous les soirs un petit message des professeurs pour résumer la journée. Je trouve ça excellent. Oui, c'est quelque chose qui était fort apprécié des parents à l'école primaire, ou à maternelle ou à la crèche, avec le petit cahier qui suivait ce qui s'est passé. Je crois que c'est important aussi pour les parents de voir ce qui se passe, ce que vivent leurs enfants à l'école. Et là encore, alors, il faut du temps pour ça. Il faut du temps, il faut des moyens, Mais je crois que vous avez raison, il faut nourrir ce lien avec les parents, avec les familles, quand c'est possible. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans un lycée, ce soit les élèves eux-mêmes qui fassent cours? Ça pourrait. Là encore, vous en parliez, quand l'élève est acteur de son apprentissage, il y a une motivation intrinsèque qui est beaucoup plus intéressante et puis un engagement qui est beaucoup plus fort. Donc ça pourrait être très intéressant, mais là encore, de manière très cadrée. Le rentrer dans un processus d'apprentissage. Une étape dans un processus d'apprentissage. Tout à fait. On est beaucoup plus motivé quand nous faisons nous-mêmes les choses. Exactement, exactement. On le voit, et même nous adultes, ça fonctionne comme ça. Absolument.
il y a une question qui me taraude. Est-ce que dans la mise en place de la classe étoile, vous n'avez pas été confronté à des difficultés majeures? Je pense notamment à des difficultés administratives. On a la chance, effectivement, probablement parce que ce projet a été mûri, il a été travaillé avec la direction de l'établissement, et puis on a la chance effectivement au niveau du lycée de faire des passerelles avec des centres de recherche. Je pense à Franck Amadieu qui travaille au laboratoire de travail et cognition, et donc épaulé par des chercheurs, l'équipe pédagogique de la direction, on a réussi à monter ce projet-là, et donc comme il a été co-monté avec toutes ces personnes qui sont intervenues, il était à l'échelle du lycée, et d'un point de vue administratif, je dois dire que ça fonctionne très bien, on n'a pas de frein de ce côté-là. Vous savez, je vous disais, on travaille ensemble, parents, enseignants, élèves. Oui. Les parents se mobilisent, ils s'organisent. Quand on explique, quand on donne du sens aux choses que l'on fait, ben voilà, il y a beaucoup de bonne volonté au niveau des établissements scolaires, et ça fonctionne, quoi. Il y a une bonne ambiance au niveau des acteurs de ce lycée. Oui. Et dans 10 ans, comment est-ce que vous voyez votre métier, votre projet? Je souhaiterais qu'il perdure, qu'on ait toujours chacun d'entre nous, au niveau de l'équipe, cette énergie qui nous anime et qui fait que chaque année on se relance dans ce projet qui est coûteux en investissement, mais qui est tellement bénéfique en retour. Quand on voit des jeunes qui sont capables de venir un samedi après-midi, il fait beau, et non, ils sont là à venir participer au projet qu'on leur propose. Voilà, on a des jeunes qui sont en train de préparer pour aller passer une après-midi avec des personnes âgées, faire des crêpes, discuter, échanger. Voilà, et quand on a ces retours-là, on se dit, bon, ça donne du sens aussi à notre mission, quoi. Un grand pédagogue d'Amérique latine avait dit « j'apprends en enseignant ». Je suis d'accord, et si effectivement pour enseigner il faut maîtriser la discipline que l'on doit enseigner, c'est un préalable, mais le fait de se confronter aux questions d'élèves nous amène parfois à travailler, à retravailler la façon dont on va mettre en œuvre les apprentissages chez les jeunes. Et puis on apprend beaucoup aux côtés de ces jeunes, et c'est ce qui fait ce métier extraordinaire. Oui. Vous ne regrettez pas d'être prof? Ah non, c'était un choix. Je pense à Jean-François Fabriol, mon professeur de mathématiques de la classe terminale E à Champollion, qui nous a menés à faire des sorties de spéléo. Voyez. Et pour moi, il avait tout compris, parce qu'effectivement, ces relations, la confiance qui s'était établie entre ses élèves et lui nous ont permis de nous investir pleinement. Probablement que c'était la matière que je travaillais le plus en terminale. Peut-être même au-delà du goût que j'avais pour la matière. C'est aussi parce que ces liens s'étaient créés, et c'est un métier passion pour moi, et je me régale chaque année de re-signer, de redoubler au niveau du lycée Toulouse-Lautrec. Par contre, je suis aussi conscient, quand je vous dis ça, que j'ai une chance inouïe, c'est de pouvoir enseigner dans ce cadre-là. Et j'ai toujours une pensée par rapport aux collègues qui souffrent de ne pas pouvoir être dans la même situation que moi, c'est-à-dire avoir une structure qui lui permet d'enseigner dans de bonnes conditions. Ici, chez Human Diversity, nous avons pour habitude de dire que pour l'inclusion, il suffirait de presque rien. Pour vous, c'est quoi ce presque rien? Tendre la main pour vivre libre et ensemble. Ça pourrait être un petit peu ce qu'on essaie de mettre en place au niveau de la classe étoile. Tendre la main pour vivre libre et ensemble. J'aurais envie de reposer la même question aux jeunes qui ont bien voulu nous rejoindre, peut-être, pour réaliser l'inclusion. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je serais tout à fait du même avis que M. Blatt. Je pense que tendre la main, c'est quelque chose de très important, que ce soit à une échelle de classe, on va dire, entre nous,
les élèves pour qu'on puisse avoir une meilleure cohésion. Et je pense que la cohésion, ça aide au bien-être de chacun. Et ensuite, je pense que aider les autres à une échelle plus importante à travers les différents projets qu'on peut avoir, notamment avec les associations, je pense que c'est quelque chose d'assez satisfaisant, entre guillemets, de pouvoir aider son prochain et de se dire que ben voilà, aujourd'hui j'ai fait une belle action et ça aura peut-être aidé quelqu'un à elle aussi se sentir mieux. Et c'est peut-être à travers ce bien-être collectif qu'on peut justement trouver ces avancées-là. Oui, le bien-être collectif qui crée le bien-être personnel et vice-versa. Tout à fait. Et vous avez parlé des associations. À quelles associations est-ce que vous pensez? On avait pour idée peut-être des associations pour les femmes battues ou alors des associations pour les personnes SDF ou encore même pour la SPA par exemple ou bien d'autres projets. Aller dans un EHPAD ou même peut-être pour chez des enfants qui sont hospitalisés, tous ces projets dans lesquels on peut avoir du contact à la personne et qui apportent du bien-être. Félicitations. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite peut-être ajouter quelques remarques? La cohésion, donc, c'est un des facteurs qui sont les plus importants, à mon avis, pour le bien-être et l'aide aussi envers les personnes qu'on peut aider via les associations. Après, je sais qu'à notre échelle, on ne peut pas énormément faire grand-chose, mais rien qu'apporter ne serait-ce qu'une petite aide, c'est déjà beaucoup pour nous, je pense. La cohésion et l'entraide, c'est très important. Vous pouvez faire beaucoup de choses à votre âge et dans le rôle qui est le vôtre. Vous pouvez faire beaucoup. Est-ce que vous saviez que beaucoup des figures de l'histoire dont on vous apprend le nom en classe avaient à peu près votre âge? Non, je ne savais pas du tout. Ben oui, beaucoup de figures qui sont nommées dans les manuels d'histoire avaient votre âge ou juste 2-3 ans de plus quand ils sont justement entrés dans l'histoire. Et ça, je pense que l'un des grands scandales de notre époque, c'est de faire croire que les personnes, soit âgées, soit les jeunes, ne peuvent rien faire. Alors qu'au contraire, je pense qu'il est essentiel de pouvoir compter sur votre action, sur votre apport, sur vos points de vue. Est-ce que quelqu'un d'autre fréquente d'autres types d'associations? N'hésitez pas. Moi, oui, je fréquente l'association qui s'appelle Sésame Autisme parce que il se trouve que mon frère effectivement est autiste et par conséquent, mes parents sont investis dans cette association. Je suis investie aussi et au final, cet handicap, je le connais assez bien et je pense que c'est important. On voit une personne qui est exclue et toute seule et qui peut parfois faire peur à cause de ces différences. Justement, il faut essayer de l'intégrer, de se dire que en fait, elle est comme nous. C'est juste qu'elle a une façon de raisonner qui est juste atypique, qui est atypique, qui nous ressemble pas, mais il faut pas en avoir peur justement. Ce savoir-faire que vous avez de par votre rôle familial est un savoir-faire très précieux. Savoir interagir avec les gens, savoir fonctionner avec des gens, c'est peut-être le plus important pour la suite de la vie. Parce que les savoirs techniques très détaillés, savoir ce qui s'est passé telle date dans l'histoire, c'est bien. Mais je pense que votre savoir-faire est plus essentiel encore. Et après, pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure sur justement que dans l'histoire, c'était ceux d'à peu près notre âge qui avaient marqué l'histoire, justement, aussi c'est un peu nous qui allons diriger un peu dans le futur. Donc si déjà on commence à nous écouter dès maintenant et à ce qu'on essaie de marquer, de développer nos points de vue, ça peut aussi évoluer dans l'avenir et à ce que la société change. Il y a peut-être cet aspect d'application des nouvelles idées, des nouvelles générations qu'on a tendance à occulter aujourd'hui, voyez. Et donc, bravo pour votre action familiale, associative. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Juste pour reprendre ce que vous dites, c'est vrai que peut-être qu'avant, il y avait d'autres personnes les grandes personnalités qui faisaient des choses énormes à notre âge ou qui étaient juste un peu plus âgés. Mais avec l'actualité aujourd'hui,
et tout ce qu'on nous montre, tout ce qu'on peut ressentir comme injustice. Enfin, on a peut-être cette solution de facilité de se dire qu'à notre âge, on peut pas faire grand-chose, peut-être en se sentant seul ou pas assez. Et du coup, ça peut peut-être nous décourager un peu et nous dire que on peut pas faire grand-chose. Et c'est à ce moment-là que des projets comme la classe étoile peuvent nous aider à nous dire que si on peut faire quelque chose, on peut s'investir dans des associations, qu'on peut aider des gens, même si nous, déjà, on a peut-être besoin d'aide, d'apprendre. Et ça peut aussi nous servir à apprendre et à aider nous aussi. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole? N'hésitez pas. On a plusieurs possibilités, on a le choix de faire plusieurs choses, mais on est forcément restreint quelque part parce que on est des adolescents, on n'est pas accepté partout forcément. Enfin, ce serait extraordinaire de pouvoir être accepté partout, faire ce qu'on a envie de faire. Dans tes projets professionnels, est-ce que tu envisages de faire plus tard ou ça se situe cette année au niveau des associations? Oui, si, cette année au niveau des associations, c'est-à-dire, je ne sais pas trop comment expliquer, pouvoir, si on veut aider quelque part, pouvoir aider à cet endroit-là. C'est vrai qu'ils se confrontent à cette difficulté, c'est ce chemin de croix qu'il faut parcourir pour arriver du départ jusqu'à l'arrivée. C'est pas habituel de voir débarquer dans une maison de retraite un jeune de 15 ans pour dire voilà, j'aimerais bien faire quelque chose avec vous. Alors certains adultes, d'ailleurs la plupart, quand ils se déplacent et qu'ils voient les jeunes en face, ça avance très vite, mais c'est vrai que le premier réflexe peut-être ils vont avoir, c'est d'envoyer un message ou d'essayer d'appeler et parfois ils ne tombent pas sur la bonne personne qui ne comprend pas de suite l'intérêt du projet et donc du coup... J'étais très frappé de voir plusieurs des jeunes dire à quel point être jeune est source de discrimination. C'est un point qui donne beaucoup à réfléchir sur notre société. Quand on vit avec les jeunes, et nous on a cette chance en tant qu'enseignants, on mesure la capacité d'action de ces jeunes. Et peut-être qu'effectivement, quand on se déconnecte de cette jeunesse-là, parce qu'on fait un autre métier qui n'est pas forcément en contact avec les jeunes, on a peut-être du mal à leur faire confiance et à réaliser qu'ils sont capables de faire, qu'ils sont capables de faire de belles choses. Quand on apprend à connaître l'autre, malgré ses singularités, ses différences, c'est plus facile d'accepter et de partager des choses avec lui. Voilà. Par rapport à ce qu'on pourrait améliorer en classe étoile, ce serait essayer de le faire durer sur toute la durée du lycée, c'est-à-dire seconde, première et terminale. Et parce que c'est vraiment une classe que justement on aime tous et ça fait mal de se séparer en fin d'année alors que on est soudés, on est solidaires et le fait de devoir se séparer pour la première et terminale, c'est vraiment dommage. On a plus cet esprit-là parce que dans les autres classes, il n'est pas présent ou beaucoup moins. Et donc c'est ça qui serait dommage et qui serait à améliorer. Quand est-ce qu'on aura d'autres classes étoiles? On a quelques collègues qui sont en train de monter au niveau du lycée une classe de première étoile, entre guillemets, avec un public qui est souvent décrit comme pas évident, sur des classes technologiques qui manquent parfois un peu de motivation. Et donc j'ai hâte de pouvoir échanger avec eux et voir la plus-value de ce dispositif avec ces élèves-là. Merci beaucoup. Merci à vous, Joseph. Pour ce temps, pour l'entretien. Merci à vous. Merci, Joseph. C'était vraiment un plaisir.